Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Bienvenue à un nouveau résumé de livre L'essentialisme de Greg McKeown. C'est un livre que j'ai identifié récemment comme l'un des 5 livres de développement personnel qui ont changé ma vie et c'est le dernier des 5 dont je n'avais pas déjà fait un résumé. C'est un excellent livre qui se lit bien avec de courts chapitres, très bien édité, qui va droit au but. Donc il va y avoir énormément de bon contenu pour en apprendre sur la philosophie de l'essentialisme et comment l'utiliser pour faire beaucoup mieux avec moins. Donc, je vais commencer avec une histoire réelle de l'auteur. Voici ce que son patron lui a dit. Vendredi, entre 1 à 2 heures de l'après-midi serait le pire moment pour avoir ton bébé. Le client va te respecter énormément d'avoir pris la décision d'être ici. Donc ça, c'est ce que son patron lui a dit quand sa femme était en train d'accoucher. Elle avait accouché de son enfant. Il a pris la décision de quitter l'hôpital pour s'en aller à une rencontre, à une réunion très, très importante avec de grands clients. C'est quelque chose qu'il a regretté amèrement parce que même si son patron lui a dit « Ah, ils vont te respecter d'être ici », ce fut absolument le contraire. La réunion n'a servi à rien. Et les clients, c'est le contraire. Ils ont réagi un peu en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ta femme vient d'accoucher, tu ne devrais pas être ici. » Donc, il n'a pas reçu plus de respect de leur part et il a appris une grande leçon à la dure cette journée-là. C'est que si tu ne priorises pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Très important, si tu ne priorises pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Que ce soit à grande échelle ou petite échelle, ton patron qui te demande de travailler un week-end, de rester plus tard, de rester plusieurs heures, ce n'est pas pour ton bénéfice, c'est selon ses priorités à lui, pas les tiennes. Et ça peut être à grande ou petite échelle. Moi, juste avant de faire cette vidéo, quelqu'un vient de sonner à ma porte pour me vendre un truc. Ça fait plusieurs jours de suite qu'on veut me vendre laver mes vitres, refaire mon pavé et tout ça. Et je réponds non chaque fois parce que c'est selon leurs priorités. C'est eux qui veulent de la business, mais ce n'est pas des choses que j'ai moi-même identifiées comme étant des priorités. Donc, tout le monde a un agenda. Et si toi, tu ne te crées pas ton propre agenda, eh bien, les gens vont imposer leurs priorités sur toi. Et donc, c'est vraiment une mauvaise chose, surtout quand c'est des trucs familiaux, manquer la naissance de ton enfant, tout ça, il ne faut jamais. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, jamais il faut que je sois dans cette situation-là. Donc, combien de fois est-ce que tu t'es senti surchargé, que tu as dit oui à un projet sans trop réfléchir, que tu as fait quelque chose à contre-cœur en te disant quand est-ce déjà que je me suis engagé là-dedans, que tu t'es senti occupé mais pas productif pour autant, que tu as accepté un projet pour éviter du trouble ou pour faire plaisir à quelqu'un, tout simplement, eh bien, il faut que tu adoptes l'essentialisme. Et la prémisse de l'essentialisme, c'est que c'est seulement lorsque tu arrêtes de vouloir tout faire, lorsque tu cesses de dire oui à tout le monde, que tu peux contribuer au plus haut niveau sur les choses qui comptent vraiment. Et je rajouterais même la chose qui compte vraiment, parce que souvent, comme on va le voir plus tard, la majorité des choses ne comptent pas vraiment. Il y a très peu qui est important dans la vie. Donc, l'objectif, c'est de faire moins, mais de faire mieux. Donc, ce qu'il répète souvent dans le livre, c'est faire 1 millimètre de progrès dans 1 million de directions, ce qui est non essentialiste, versus faire énormément de progrès sur la chose la plus importante. Comme on voit sur le petit graphique ici, hein, on met de l'énergie en haut, en bas, à droite, à gauche, sud, ouest, nord-est. Et finalement, on fait peu de progrès parce qu'on est fragmenté partout versus mettre son énergie dans une seule direction et aller beaucoup plus loin. J'imagine que la ligne est la somme de toutes les petites lignes qui sont alentour du premier cercle. Eh bien, c'est ce qu'on cherche à faire du point de vue essentialiste. Donc, le paradoxe du succès, comme il explique dans le livre, c'est que quand notre objectif est clair et précis, eh bien, nous pouvons avoir beaucoup de succès, comme la ligne qui s'en va dans une seule direction. Quand nous avons beaucoup de succès, nous devenons une personne ressource et on nous présente plus d'opportunités. Ensuite de ça, l'augmentation d'opportunités apporte avec elle une demande accrue sur notre temps et notre énergie et nos efforts deviennent diffus, fragmentés.
Et ces nombreuses distractions-là, ces options-là, ces demandes-là nous empêchent de contribuer à ce haut niveau qui était possible à l'étape 1 parce qu'à l'étape 1, on n'avait pas des efforts fragmentés, on avait une clarté dans notre objectif et c'est cette clarté-là qui nous permettait d'avoir autant de succès. Mais là, on ne peut plus avoir ce succès-là parce qu'on a partout des demandes à gauche, à droite, on a trop à faire, on est trop occupé. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Disons, mon job étudiant, c'était travailler dans des camps de vacances. Au début, j'étais animateur des enfants. Ensuite, j'étais tellement bon dans ce rôle-là qu'on m'a donné des promotions, responsable d'une école complète, coordonnateur de toutes les activités du réseau d'écoles en entier. Et là, je me retrouvais à devoir assister à plein de réunions, à faire de la gestion des employés, même à mettre à la porte des employés. Et alors qu'on m'a donné la promotion parce que j'étais bon sur le terrain à animer les enfants, j'avais pas peur du ridicule, à me déguiser en princesse pour les faire rire et tout ça. Quel est le rapport à travailler dans les bureaux, à faire de la gestion d'employés? Toutes des tâches qui finalement, ce n'étaient pas les tâches pourquoi j'ai eu du succès, pourquoi j'ai eu une promotion. Et là, tout ça n'a aucun sens. Donc, c'est un peu le paradoxe du succès. C'est plus on monte les échelons, plus souvent on va être surchargé, mais on va aussi faire des tâches qui n'ont rien à voir avec pourquoi on avait du succès en premier lieu. Donc, pourquoi est-ce que nous en sommes rendus là à être trop occupés, à ne pas avoir assez de succès? C'est parce que, premièrement, on a trop d'options. Ce qu'on appelle en anglais de decision fatigue. La fatigue de prendre trop de décisions est bien réelle. Hein? Dans le temps, c'est comme, bon, ben, mon père est un fermier, je vais devenir fermier moi aussi. Il achète tel truc, je vais acheter tel truc. Voici la maison familiale, je vais habiter là-bas. On n'avait pas beaucoup à décider. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à décider. Quand on veut engager un professionnel, on a 10 sortes de professionnels, on ne sait pas lequel choisir. Juste des options de carrière. Maintenant, on peut faire tellement de choses dans notre vie. Hein? On sort de l'école, on a à peine 18 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a tellement d'options, on pourrait tout faire. Donc, trop d'options. La pression sociale, nous sommes hyper connectés, non seulement avec les gens qu'on connaît, mais avec les gens qu'on ne connaît pas aussi, avec les réseaux sociaux. On peut voir ce que tout le monde fait à travers le monde. Et là, on a la pression sociale non seulement de notre famille, de faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Hein, justement, comme on l'a déjà dit, les gens vont prioriser pour nous. Ils ont leur propre agenda. Donc, tes parents veulent peut-être que tu fasses un certain métier. Ce n'est pas celui que tu veux faire. Mais non seulement, on en a aussi une pression qui est inconsciente. On voit ce que les autres font. Et là, on ressent cette pression-là. Ah, je devrais avoir autant de succès moi aussi. Ah, je devrais faire tel truc parce que ça a fonctionné pour lui. Hein? Et aussi, l'idée répandue qu'on peut tout faire et tout avoir. Hein? Le hustle. Si tu travailles fort, tu peux tout avoir. Même les compagnies vont nous dire, hein, travaille fort et tu vas être le meilleur. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Même dans ma génération, hein, c'est tu peux devenir tout ce que tu veux. Et non, si je veux devenir astronaute, il y a des très grandes chances que je ne le devienne pas. Donc, ce n'est pas vrai qu'on peut tout être, tout faire, tout avoir. C'est une idée qui ne devrait pas être répandue puisque fausse. Donc, oui, ça, c'est quelque chose qui m'a bien surpris. Priorité, est-ce que ça devrait être au singulier ou au pluriel? Le mot priorité était singulier entre les années 1400 et 1900. Pendant 500 ans, ce n'est que récemment que nous l'avons pluralisé et donc dénaturé. Il y a des compagnies qui ont 18 priorités à l'agenda et ça vient de dénaturer le mot priorité, ce qui devrait être singulier. On devrait qu'avoir une priorité à la fois. Si on a 18 priorités, c'est qu'on n'a aucune priorité en fait. On n'est pas capable de classer tout ça pour savoir ce qui est réellement important. Ça ne devrait jamais être 5 ou 10 ou 15 choses qui sont à un degré égal d'importance. Ça devrait être qu'une seule chose en réalité. Donc, la solution à tout ça, c'était un peu l'introduction. La solution à la surcharge, le manque de progrès, le manque de focus, c'est l'essentialisme et on va découvrir tous les éléments qui font que l'essentialisme est efficace et comment être un bon essentialiste, de bien suivre cette philosophie de vie. Le pouvoir invisible du choix, ça c'est un chapitre très important qui revient souvent aussi dans d'autres livres comme les 7 Habits of Highly Effective People. La capacité de choisir ne peut pas nous être enlevée, elle ne peut qu'être oubliée.
L'impuissance, ça s'apprend et ça s'adopte avec le temps. On entend souvent des gens dire « je n'ai pas le choix de faire ça ». Quelqu'un qui dit « moi, je travaille d'un chèque à l'autre, j'ai pas assez d'argent pour vivre, donc je n'ai pas le choix de travailler 3 jobs différents, de faire 60 heures semaine. J'ai juste pas le choix. » Et ça c'est appris. Cette impuissance-là, c'est apprise avec le temps. Il y en a qui pourraient dire « ouais, mais tu pourrais plutôt te faire un business en ligne, avoir un peu d'argent passif, trouver d'autres moyens d'optimiser ton temps plutôt que de travailler tout le temps. » Puis là, il dirait « tu n'essaies même pas d'apprendre ma perspective, tu ne me comprends pas, tu n'es pas dans mes souliers. » Eh bien, cette personne-là a appris l'impuissance avec le temps. Elle se dit « je suis dans cette situation et c'est impossible de m'en sortir, tu ne me comprends pas. » Et tout ça. Donc, le non-essentialiste, il va dire « je n'ai pas le choix » et l'essentialiste dit « je choisis ». On a toujours le choix dans la vie. Si on pense qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on a oublié qu'on peut prendre des choix. Parfois, ce n'est pas nécessairement le bon choix, mais ça reste un choix. Si tu n'as pas assez d'argent pour vivre, tu es obligé de travailler 3 jobs différents, eh bien, tu pourrais prendre un choix d'acheter un billet d'avion, de le mettre sur une carte de crédit dans une dette et de partir dans un autre pays sans billet de retour et de t'en aller. Est-ce que ça serait un bon choix? Probablement pas, mais c'est un choix qui est possible. C'est quelque chose qui est possible de faire. Donc, le choix est toujours là. Il s'agit de ne pas oublier qu'on peut le prendre. Ensuite, la superficialité de presque tout. Ça, c'est quelque chose de très important dans la perspective essentialiste. C'est que presque tout n'est pas important. Des gens qui ont beaucoup de succès sont souvent bloqués pour passer au prochain niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas sacrifier l'idée que tout est important. À un certain point, moi, j'enseigne le business en ligne sur ma chaîne YouTube. Si tu veux dépasser un certain niveau, il faut pas ajouter plus de choses, mais il faut simplifier. Au lieu de faire des efforts partout, de dire « OK, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon podcast, je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, je fais des publicités, j'ai 15 différents cours en ligne à vendre, j'ai mon membership, je fais du coaching de groupe. » Et là, tu as tout ça. Eh bien, si tu veux faire plus d'argent, probablement qu'il faut que tu simplifies. Et puis, souvent, ces gens-là, ils me disent « ouais, mais je ne peux pas simplifier, il faut que je continue de faire de la pub, sinon j'ai plus assez de leads. Je ne peux pas ne plus être sur les réseaux sociaux, sinon les gens vont m'oublier. Je ne peux pas enlever une formation en ligne parce que je l'ai déjà créée, pourquoi je l'enlèverais à vendre? C'est une offre de plus. » Eh bien là, pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas? Il y a trop d'offres, il y a trop de choses à faire. Et pourquoi tu ne fais pas de progrès? C'est que tu ne mets pas assez tes efforts dans une seule chose. Mais la personne n'est pas prête à sacrifier l'idée que tout est important. Donc, le non-essentialiste va dire presque tout est essentiel. Je dois tout faire. Je dois trouver un moyen de tout faire. Et l'essentialiste dit presque tout est non essentiel. Je vais éliminer presque tout. Ensuite, le chapitre « Les compromis sont inévitables ». Nous sommes constamment exposés à des situations où on ne peut pas tout choisir. Donc là, oui, on peut choisir les actions, comment on agit selon quelque chose, mais on ne peut pas choisir les circonstances, ce qui nous arrive, les trucs qui sont externes à nous-mêmes. Et c'est la vie, on ne contrôle pas tout. Au lieu de se demander comment est-ce que je peux tout faire, comment est-ce que je peux faire les 2 choses en même temps, ou les 3 ou les 15 choses en même temps, il faut se demander quel compromis est-il le plus désirable. Ça, c'est un concept très important aussi dans le livre « L'art subtil de s'en foutre ». Quel problème est-ce que je choisis, sachant que la vie est faite aussi de souffrance? Quelle souffrance est-ce que je choisis? Donc, quel compromis est-il le plus désirable? Quel problème est-ce que j'aimerais avoir parce que je ne peux pas tout faire. Si je fais tout, le problème que je vais adopter, c'est de ne pas faire assez de progrès et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, le non-essentialiste va dire « je peux tout faire, je vais trouver un moyen ». Et l'essentialiste dit « quel compromis faire ». Ensuite, c'est le chapitre « oui n'existe plus ». Ça, celui-là, je l'adore. Ce n'est plus « oui », c'est soit « oh que oui » ou c'est « non ». Il ne faut plus dire oui à des trucs qui sont « ah, ok, peut-être que ça pourrait être bien, je vais accepter, on va voir ce qui va se passer ». Non, en anglais, c'est « hell yeah ». Si la réaction à te faire offrir une opportunité, un projet, c'est juste comme « ouais,
peut-être, ouais. Eh bien, ça devrait être non. Hein? Parce que, encore une fois, si c'est juste un petit oui, c'est probablement parce que c'est la priorité de quelqu'un d'autre. Si c'est un oh que oui, eh bien, ça veut dire que ça s'enligne très bien avec tes priorités. Ça va être quelque chose qui va être excitant, que tu as envie de faire. Eh bien, ça, c'est toutes des bonnes raisons de le faire. Donc, il donne dans le livre la règle des 90. Tout ce qui est en bas de 90% devient un 0%. Il donnait comme exemple, on avait fait des entrevues pour trouver des employés. On en avait plusieurs postes à combler, disons 10 postes. Il y avait peut-être 2 ou 3 candidats que c'était des comme « Wow, là, c'est vraiment une note 9 sur 10 ou 10 sur 10, j'adore cette personne. » On les engage, on n'a même pas besoin d'y penser. Il y avait beaucoup de candidats qui étaient des 7 sur 10, 8 sur 10. Évidemment, les 6 sur 10 ou moins, on a enlevé ces candidatures-là. Mais là, ils passaient beaucoup de temps à débattre. Est-ce qu'on engage le 7 ou 8 sur 10? Si oui, lequel? Quel candidat est meilleur qu'un autre? Je ne suis pas certain. Ils perdaient beaucoup de temps là-dessus. Eh bien, avec la règle des 90, c'est bon, les candidats 7 ou 8, on ne les prend pas non plus. On n'a qu'à refaire encore des entrevues, trouver d'autres candidats 9 ou 10 sur 10 qui vont être des meilleurs fits pour ce qu'on a à faire. Et ça, on peut l'appliquer à tellement de choses dans nos business ou dans nos vies. Ça vaut la peine d'y penser et de l'appliquer. Ensuite, le chapitre sur la clarté absolue. Il y a beaucoup de gens qui ont un mission statement, hein, une espèce de phrase qui va dicter qu'est-ce que ta compagnie est et quelles sont ses valeurs et tout ça. Des principes. Avoir un mission statement, des principes qui permettraient à n'importe qui de savoir quelle décision prendre et éliminer 1000 micro-décisions. Le problème avec tellement de mission statements, comme McCune le dit dans le livre, c'est qu'on ne sait pas quelle décision prendre selon cette phrase-là. C'est comme des valeurs, des mots qui sont beaux, mais qui sont vagues en même temps et qui sont un peu en contradiction l'un envers l'autre. Hein? Est-ce que je dois prioriser le client? Est-ce que je dois prioriser les investisseurs? Est-ce que je dois prioriser les fournisseurs? Je ne le sais pas dans ce mission statement. Donc, quand il est bien fait, ça permet d'éliminer 1000 micro-décisions parce qu'on sait toujours quoi faire. Je vais te donner des exemples. Un non-essentialiste pourrait dire « Notre slogan, c'est « Croissance profitable par un support client exemplaire, l'innovation et le leadership ». Donc là, quand je vois ça, c'est comme, c'est beau tout ça, mais s'il m'arrive un problème, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prioriser la croissance ou est-ce que je dois prioriser le support client? Si je priorise le support client, ça veut peut-être dire le rembourser, mais si je le rembourse, on n'est pas en train d'être dans la croissance. Et là, on se pose 1001 questions, on ne sait jamais quelle décision prendre. Et il y a comme une lourdeur dans toute l'échelle de ces gens-là. Il faut tout le temps aller voir le supérieur. Quelle décision est-ce que je dois prendre? Alors que si le mission statement était beaucoup plus clair, bien l'employé pourrait tout de suite savoir quoi faire. Donc, l'essentialiste, par exemple, pourrait dire, son slogan, ça serait « Donner accès Internet à tous les Français d'ici 2012 ». Évidemment, c'est fictif. Je ne sais pas si c'est un vrai objectif, mais s'il y a une problématique qui arrive, s'il y a des projets, des opportunités qui se font donner, eh bien, on se pose la question, est-ce que ça me permet d'atteindre mon but de donner accès Internet à tous les Français d'ici 2012? Si non, ou si c'est pas clair, ou si je ne sais pas trop si ça va m'amener vers mon but, eh bien, on refuse. Ce n'est pas clair. Donc, ça doit être un objectif qui est concret, mais qui est aussi inspirant. Donner accès à Internet à tout le monde, c'est inspirant. C'est comme une révolution. Hein? On va faire en sorte que tout le monde puisse avoir la révolution du web. Donc, si c'est concret, mais pas inspirant, ça peut être des objectifs trimestriels. Hein? Quels sont nos objectifs pour les prochains 3 mois? Si c'est inspirant, mais ce n'est pas concret, c'est comme des valeurs globales, mais ça ne nous dit pas nécessairement quoi faire avec tout ça. Si c'est ni concret ni inspirant, on met ça à la poubelle et on passe à autre chose. Aussi, c'est d'être capable de répondre à la question « Quand savons-nous que c'est terminé? Quand aurons-nous réussi l'objectif? » Hein? Encore une fois, le leadership, le service client exemplaire, on ne sait jamais quand on a terminé un projet, c'est trop vague. Donc, le non-essentialiste pourrait dire « Éliminer la pauvreté extrême dans le monde ». Quand est-ce que j'ai fini ce projet-là? Ça ne sera jamais terminé. L'essentialiste, lui, il va faire quelque chose de concret et d'inspirant.
Construire 150 maisons vertes et autosuffisantes pour les familles vivant sur la 9e avenue. Dans un projet dans la communauté, on sait quand il est terminé et on sait que ça fera un impact parce que c'est quelque chose qui va selon nos objectifs. Donc ça, c'est un super bon exemple. Ensuite, le chapitre « L'art de dire non ». Un simple non peut changer le cours de l'histoire ou changer une relation à tout jamais. On pense qu'à Rosa Parks, qui a été la première noire à dire « Non, je ne me tasserai pas de mon banc dans le bus ». C'est la première à l'avoir fait et ça a généré une révolution éventuellement qui a amené plus de droits aux États-Unis à ces gens-là. Donc, juste pour un seul petit nom. Et aussi, ça peut changer une relation à tout jamais. Il y avait une histoire, c'était un homme d'affaires qui avait planifié une journée avec sa fille. C'est notre journée à nous, on va aller au parc d'attractions, on va aller à ton restaurant préféré, on va faire tout ce que tu veux. Et là, il rencontre un partenaire d'affaires dans la vie. Il dit « Hey, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Hey, si tu veux, là, moi, en ce moment, je m'en vais à un super buffet haut de gamme. Je vais inviter ta femme, je vais inviter ta fille. Vous pouvez venir avec nous, je vais payer l'addition. » Et puis là, il a dit « Ah, ça a l'air vraiment d'une bonne idée. » Et là, la petite fille s'est dit « Oh non, notre journée père-fille vient de s'effondrer. Ils vont parler de business. Ah, je vais m'ennuyer. » Et là, il a répondu ensuite « Mais j'ai une journée spéciale avec ma fille, donc je vais passer sur cette offre. » Et là, la petite fille, ça a changé sa relation avec son père pour le restant de ses jours parce qu'elle s'en est toujours souvenue. Il m'a priorisé. Il a dit non à une autre opportunité et c'est moi qui étais la plus importante. Donc, ça a renforcé ce lien-là avec sa fille. Et ça, justement, c'était l'auteur Stephen Covey des Seven Habits. Il en parle dans ce livre-là. L'anecdote est dans le livre aussi, mais ça illustrait bien ce point-là. Donc, comment dire non sans se ronger de soucis? Hein? Quand on n'est pas habitué de dire non aux gens, quand on veut faire plaisir, on ne sait pas comment dire non, donc finalement, on finit par accepter tout. Il y a des façons de le faire. Numéro 1, séparer la décision de la relation. Tu dis, le fait que je dise non ne devrait pas avoir un impact sur ma relation avec cette personne-là. C'est tout simplement parce que ce n'était pas la bonne opportunité pour moi. Mettre l'accent sur le compromis. Hein? On vient d'en parler. Un compromis est inévitable. Donc, il faut que tu dises, en disant non à ceci, ça me permet de faire ce qui est le plus important. Donc, je fais un compromis pour prioriser l'essentiel en ce moment et c'est ce que je dois faire. Numéro 3, se rappeler que tout le monde a quelque chose à vendre. Hein? Si tu ne priorises pas ta vie, quelqu'un va le faire pour toi. Les gens ont un agenda et c'est normal. On a tous notre business, on a tous des choses à vendre, on a tous des priorités pour nous-mêmes. Il n'y a rien de mal à ça, mais il faut ne pas oublier que les gens vont le faire selon leur propre intérêt. Numéro 4, faire la paix avec le fait que dire non bâtit du respect plutôt que de la popularité. Si tu dis oui tout le temps, tu vas être populaire, hein? Tu vas être le go-to guy, la personne que tout le monde va voir s'ils ont besoin de quelque chose, tu vas être populaire. Mais si tu dis non, peut-être que les gens vont être déçus sur le coup, mais ils vont te respecter. Ils vont dire, cette personne-là, elle connaît ses limites, elle sait dire non, elle sait se faire respecter. Donc, souvent, quand les gens ont peur de si je commence à dire non à tout le monde, ils vont me détester. Au contraire, dans la majorité des cas, ça développe du respect. Et numéro 5, tu n'as pas besoin de répondre le mot non en tant que tel si tu as peur de ce mot-là. Il y a plein de façons de le dire autrement. Je suis flatté que tu aies pensé à moi, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir y participer. Je voudrais bien, mais j'ai un autre engagement. Et un de mes préférés, oui, que devrais-je déprioriser pour l'ajouter à mon agenda? Hein, si ton patron il t'arrive, il dit, tu devrais rajouter ça. Est-ce que tu peux ajouter ce projet-là? C'est super important pour la compagnie. Oui, que devrais-je déprioriser? Là, il va dire, ben là, tu n'as rien à déprioriser. Tu dis, non, mais moi, mon horaire est déjà plein, là. Donc, si tu veux que je fasse ceci, j'ai aucun problème. Par contre, je dois enlever quelque chose. Et là, il va finir par dire, laisse faire. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une bonne façon de dire non aussi. Et si finalement, il te rajoute ça à ton horaire du temps, qu'il enlève autre chose, eh bien, ça ne change rien. Donc, c'est l'équivalent de dire non aussi.
Ensuite, le chapitre sur couper ses pertes, ça c'est très, très, très important. Moi, ça m'a pris du temps à l'appliquer à ma vie, mais je suis beaucoup mieux depuis que je l'ai fait. Ce qu'on appelle en anglais le sunk cost bias, le biais des coûts irrécupérables. C'est la tendance à continuer d'investir dans quelque chose parce qu'on y a trop investi au lieu de couper ses pertes. Hein? Souvent, on va dire « Ah, mais j'ai passé 2 mois à bâtir cette formation en ligne-là. Elle n'a pas vendu. Est-ce que je devrais la refaire? Est-ce que je devrais ajouter plus de choses? Est-ce que je devrais refaire une nouvelle page de vente? Est-ce que je devrais changer l'offre et tout ça? » Et peut-être qu'il faudrait couper ses pertes et ne plus la vendre et passer à un autre projet plutôt que d'enfoncer le clou encore et encore dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Encore pire, hein, des compagnies qui investissent des millions dans quelque chose et là, ils perdent de l'argent encore plus et encore plus. Au lieu de perdre 2 millions de dollars, ils en perdent 20 millions parce qu'ils se rendent jusqu'au bout alors que ce n'est pas rentable. Ils auraient dû perdre que 2 millions et passer à autre chose plutôt que de perdre 10 fois plus. Donc, le non-essentialiste va dire on doit se rendre jusqu'au bout, on a trop investi, on n'a pas le choix de terminer le projet. L'essentialiste, lui, va se demander que pourrait-on faire avec le temps et l'argent sauvés en abandonnant ce projet dès maintenant. Hein? On comprend que oui, on a déjà perdu quelque chose, mais qu'on va perdre encore plus si on continue. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce qu'on va sauver pour le futur en abandonnant ce projet? Ensuite, c'est le chapitre, encore une fois, je ne sais pas si j'ai bien traduit, l'effet de dotation, l'endowment effect. C'est la propension à surévaluer ce qui nous appartient et de sous-évaluer ce qui nous appartient pas. Donc, souvent, et là, dans le chapitre, il parle de ce que les objets qu'on a, disons, dans notre garde-robe, eh bien, on a plein de trucs. Et là, on se dit, ben, je vais vendre mon linge, je vais vendre mes paires de souliers, tout ça. Et on va surévaluer ce que ça vaut en le vendant. C'est la même chose quand on a des projets ou des opportunités qui se pointent à nous. On va surévaluer cette opportunité-là parce qu'elle nous est arrivée à nous. Et peut-être qu'on n'aurait pas fait autant d'efforts pour l'avoir si elle ne nous avait pas été proposée. Donc, le truc, c'est de faire comme si on n'avait pas la chose ou l'opportunité déjà. Donc, tu te demandes, si je n'avais pas cet objet, combien serais-je prêt à payer pour l'obtenir? Probablement beaucoup moins que ce que tu voudrais le vendre en ce moment. Si je n'avais pas cette opportunité, que serais-je prêt à sacrifier pour l'obtenir? Probablement que tu ne serais pas prêt à sacrifier beaucoup pour l'avoir. C'est tout simplement parce qu'elle t'a été proposée en ce moment. Et donc, peut-être que tu ne devrais pas l'accepter. Donc ça, c'est le endowment effect, l'effet de dotation. Ensuite, c'est le chapitre sur l'édition. Deviens un éditeur dans ta vie. Le mot décision vient du latin cid qui veut dire couper. Donc, quand tu prends une décision, ça veut dire de couper des choses, de simplifier au maximum. Donc, parfois, il faut même éliminer quelque chose de bon pour renforcer la clarté d'une œuvre ou d'un message. Hein? J'ai entendu plusieurs fois dans le monde business, par mes mentors ou tout ça, que quand ils ont simplifié leurs offres, ils ont retiré des formations qu'ils ne vendaient pas, ils ont retiré différents prix, ils ont simplifié leurs offres, ils se sont mis à vendre et à faire beaucoup plus de profit. Même si la formation qu'ils ont déjà faite, elle était bonne, en fait, elle est bonne, elle vendait un tout petit peu par-ci, par-là, mais en ayant une offre claire, avec un seul prix, ils ont vendu beaucoup plus parce que là, avant, en ayant trop de choses, bon, j'ai 25 différentes formations, 3 prix pour chacune, les clients ne savaient plus où donner de la tête. Là, on n'a qu'une seule offre à un prix. Tu l'achètes ou tu ne l'achètes pas. On vient de simplifier. On a édité au maximum pour garder que l'essentiel et ça renforce la clarté d'un message, d'une offre, d'une œuvre. Ensuite, c'est le chapitre sur la marge de manœuvre. Il faut ajouter un buffer à ces journées. Un buffer, c'est tout simplement une période où il n'y a rien de prévu. Hein? Ne pas être trop occupé dans son horaire, tout faire aux 30 minutes avec aucun temps entre. Il y a tout le temps des imprévus dans la vie, donc il faut se garder du temps
pour les imprévus. Il propose de toujours rajouter 50% de plus que son estimation. Si tu penses que quelque chose va coûter 1000 euros, eh bien, garde-toi 1500 euros, 50% de plus. Si tu penses que ça va prendre 1 heure, garde-toi 90 minutes. On ne sait jamais, ça dépasse tout le temps. Hein? Et puis, si ça prend que 1 heure ou que 1000 euros, eh bien, c'est ce qu'on appelle le over-deliver en anglais. La personne s'attendait à 1500 euros, finalement, c'est 1000 euros. Tout le monde est content. La personne s'attendait à 90 minutes, c'est 60 minutes, ça a été fait plus rapidement. Tout le monde est content. Donc, on n'est que gagnant en voyant les choses comme ça. Ensuite, le chapitre sur éliminer les obstacles. Parfois, éliminer le maillon faible peut être plus productif que d'optimiser tout le reste. Donc, lui, il parle dans le livre du slow hiker. Hein? Quand on fait de la randonnée pédestre en groupe, il y en a toujours qui sont plus rapides que les autres. Il y en a qui traînent de la patte un peu. Mais si on veut rester ensemble, eh bien, le groupe qui est en avance, parfois, il doit s'arrêter pour attendre les autres qui sont derrière. Donc, il dit, même si on optimisait ceux qui sont les plus rapides en avant, eh bien, ça ne sert à rien. Hein? On enlève leur sac pour que ça soit plus léger pour qu'ils puissent aller plus vite. On les entraîne. Je ne sais pas. Eh bien, il va falloir quand même qu'ils s'arrêtent encore plus souvent pour attendre ceux qui sont en arrière. Donc, même si on a optimisé ce qui allait bien, eh bien, ça ne donne rien. Donc, si on s'occupe du maillon faible, justement, celui qui est le plus faible, on le met en avant du groupe pour qu'il aille à son rythme et que les autres puissent suivre. On enlève ce qu'il a dans son sac à dos pour que ça soit plus léger pour lui. On lui donne la vie plus facile. Eh bien, collectivement, on va arriver plus rapidement à destination parce qu'on n'aura plus besoin de l'attendre. Il va aller plus rapidement que si on le laissait derrière. Donc, il faut penser à ça aussi. Donc, accomplir plus en retirant plus de choses plutôt qu'en faisant plus de choses. Donc, qu'est-ce que tu peux éliminer dans ce que tu fais pour aller plus vite au lieu d'optimiser ou de rajouter encore plus de choses en pensant que ça va te donner plus? Ensuite, il y a plein d'autres chapitres. Évidemment, cette vidéo va être très, très longue si je les fais un par un. Il y a 20 chapitres. Ils sont tous pertinents. Donc, je vais y aller rapid fire, rapidement, comme certaines règles essentialistes qui sont très importantes aussi. Donc, l'essentialiste doit s'échapper, se rendre indisponible pour pouvoir réfléchir. Parce que quand on est trop occupé, on n'a pas le temps de réfléchir et donc on n'a pas le temps de savoir ce qui est essentiel. Et c'est au cœur de l'essentialisme, évidemment, de savoir ce qui est essentiel, c'est dans le mot. Donc, ne jamais se mettre en position d'être trop occupé. Ça revient un peu à ce qu'on parlait, le buffer. Il faut se mettre des buffers dans son horaire. Ah, un petit 30 minutes avant 2 rencontres, mais il faut le faire aussi à grande échelle. Hein? Une journée, un week-end, une semaine de congé pour pouvoir arrêter, réfléchir, revoir la priorité pour être certain que c'est la bonne. L'essentialiste est capable de voir ce qui compte vraiment à travers tous les détails. Souvent, un portrait global de quelque chose contient énormément de détails et très peu de ces détails-là sont importants et c'est de savoir quel est le cœur de la chose, quelle est la racine de ce qui est important là-dedans. Donc, j'ai adoré l'histoire dans le livre. Il parlait d'une cohorte d'étudiants en journalisme et leur professeur, le premier jour, leur a donné un exercice. Ils ont dit, voilà l'histoire, vous devez faire un titre pour le journal. Donc, c'est dans une école, le directeur qui s'appelle Monsieur Fast va emmener tous les élèves dans un colloque où ils vont apprendre de nouvelles techniques pour mieux apprendre à l'école. Il va y avoir le conférencier Monsieur Robert, la conférencière Madame Plant et un autre nom ici. Et là, tout le monde allait, donc faites le meilleur titre possible. Alors, tout le monde allait, Monsieur Plant et Madame Robert seront dans tel colloque ce jeudi, etc. Il faisait plein de titres où il disait qui, quand, quoi et comment, et il réorganisait l'information. Et ensuite, le professeur leur a dit « Aucun de vous n'a eu la bonne réponse. La bonne réponse et le bon titre, c'est « Il n'y aura pas d'école ce jeudi. » Et donc, et à ce moment-là, tout le monde a été complètement ébahi parce qu'ils se sont dit « Je viens de comprendre c'est quoi le journaliste. » C'est pas nécessairement de récolter l'information, il a régurgité. Encore une fois, c'est d'aller voir les détails que les autres ne voient pas à travers l'information. Qu'est-ce qui se cache derrière ça?
et qui est important pour les autres, mais qu'ils ne voient pas encore. Ils ne voient que l'information. D'aller creuser pour trouver ce qui est important derrière ça. Et l'essentialisme, c'est quelque chose de très important à aller faire. Creuser pour se trouver ce qui est le plus important derrière tout ça. Ensuite, l'essentialiste priorise le sommeil, l'exploration et le jeu. Hein? Moins de sommeil n'égale pas plus d'heures de productivité. Il faut protéger ton plus grand atout et c'est toi. Donc, si tu as une bonne hygiène de sommeil, si tu permets l'exploration, d'essayer de nouvelles choses, de revenir un peu dans ta mentalité d'enfant pour jouer, hein? D'apprendre à travers le jeu, eh bien, tu vas être beaucoup plus productif comme ça que de faire hustle. Hein? Le moins je dors, le plus d'heures éveillées je vais pouvoir travailler, mais ce ne seront pas des heures qui seront productives. L'essentialiste célèbre les petites victoires au lieu de viser gros. Et ces petites victoires-là vont s'accumuler pour devenir de grandes victoires. Faire un truc bien, parfois, ça semble faire trop peu. Hein? Faire une bonne vidéo YouTube et ensuite une autre et une autre. Et là, j'en ai 150 sur ma chaîne, 500 sur ma chaîne. Une vidéo toute seule, ça paraît de rien, mais quand j'en ai fait 500, elle travaille toute pour moi pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour me faire découvrir, pour m'amener des clients sur mon site web, sur ma liste mail et tout ça. Donc, un par un, ça ne semble pas beaucoup, mais dans l'ensemble, après l'avoir fait beaucoup, eh bien, on finit par avoir de grands résultats et il faut célébrer ces petites victoires-là. L'essentialiste se concentre sur le présent. Hein, le non-essentialiste, lui, il va tout le temps penser « Qu'est-ce qu'on a fait avant? C'est quoi le futur? Là, il faut planifier. Quels sont nos objectifs? Bon, il faut faire tant d'argent. On a fait ça avant. » L'essentialiste, lui, se concentre sur maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me rapprocher de mes objectifs? Hein? Il donnait l'exemple d'une équipe de football américaine qui avait gagné presque tous ses matchs depuis des années, une équipe universitaire. Il disait « Quel est votre secret? » Il dit « C'est parce qu'on gagne tout le temps. » Il dit « Ouais, c'est sûr, hein, pas très humble. » Non, « We always win. » Mais pour lui, « win », c'est un acronyme. W-I-N. What's important now? Ce qu'il voulait dire, c'est on applique tout le temps qu'est-ce qui est important maintenant. La mentalité de se demander qu'est-ce qui est important maintenant. Si on tire de l'arrière dans le match, qu'est-ce qui est important maintenant? Qu'est-ce que je dois faire présentement pour me rapprocher de la ligne des buts, avoir un autre touchdown et éventuellement gagner le match. Ne pas regarder ce qui s'est passé avant, pourquoi on tire de l'arrière, pourquoi on s'est fait dominer jusqu'à maintenant. Ça m'est égal. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire plus de points? Et c'est la même chose dans ton business, dans ta vie personnelle. Une autre racine très importante de l'essentialisme. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que la vie de l'essentialiste, c'est une vie sans regret. C'est choisir ce qui est réellement important et se concentrer uniquement là-dessus. Hein? Un autre livre dont je n'ai pas fait le résumé, mais qui a fait une citation dans le livre, c'est un livre par rapport aux regrets, les plus grands regrets des gens qui meurent à la fin de leur vie. Et un des plus grands regrets, c'est « J'aurais aimé vivre une vie selon mes valeurs et mes principes plutôt que de la vivre selon ce que les autres voulaient de moi. » Ça, c'est un des plus grands regrets au monde. Donc, si tu as correctement identifié ce qui compte réellement et que tu mets toute ton énergie et ton temps là-dessus, c'est difficile de regretter quoi que ce soit dans ta vie. Donc, s'il n'y a qu'une idée à retenir, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui est essentiel? Et quand tu as trouvé ce qui est essentiel, tu n'as qu'à prendre action sur ce qui est essentiel et seulement sur ce qui est essentiel et laisser faire tout le reste. Ce n'est que du bruit. Tu te concentres sur ce qui est essentiel pour toi et c'est différent pour chaque personne. C'est la beauté d'être unique et d'être soi-même. Donc, si tu as aimé cette vidéo et tu aimerais faire un business en ligne sur Internet, gagner plus d'argent tout en travaillant moins et le faire selon des principes essentialistes, faire seulement ce qui est important, eh bien, j'ai un guide gratuit pour toi. Va le chercher, premier lien dans la description. C'est le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste sur ma chaîne. Je te montre comment faire un business en ligne
pour te rapporter de l'argent et travailler moins, c'est parce que je l'ai moi-même fait. J'ai un premier business, j'enseigne ma passion sur la guitare, je gagne plus de 100 000 par année en travaillant moins de 20 heures semaine et je veux transmettre ça à plus de gens pour que ça puisse changer ta vie à toi aussi. Et ce guide-là est très complet, il va t'aider beaucoup et il rejoint beaucoup cet esprit essentialiste. Donc, je suis sûr que tu vas l'aimer beaucoup. Tu peux t'abonner aussi à ma chaîne, je fais beaucoup de résumés de livres business, en ligne, finance, développement personnel. Je pense que j'en ai déjà fait 20 et je vais en faire beaucoup plus. Évidemment, j'ai plein d'autres vidéos qui pourraient être utiles. Donc, abonne-toi et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.